Les agriculteurs restent l'arme au pied. Ils étaient tous rassemblés pour un comité de liaison. Au cœur de leurs réclamations, l'indemnisation des cannes restées debout et la compensation de la basse richesse de la saison. Les activités de la Caisse générale de sécurité sociale enregistrent un léger mieux, selon le président du conseil d'administration. Il a présenté le rapport financier pour l'année 2015, les points importants expliqués par Karen Diamin dans cette édition. Eux ont effectué une rentrée pas comme les autres. Les élèves du BTS audiovisuel du lycée professionnel de Pointe-Noire participent à un séminaire dans un hôtel de Sainte-Anne. Les précisions d'Isabelle Hameau et les questions et les réponses avec Patrick Loval, le proviseur, qui sera notre invité ce soir. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver et nous ouvrons cette édition par une actualité marquée par un énième fait divers en Guadeloupe. Hier soir, un fonctionnaire de police a été blessé à la jambe à Capesterre-Belo. Il a été pris pour cible par des agresseurs qui se tenaient cachés dans l'obscurité alors qu'il était en pleine intervention avec sa patrouille. Suite à cet événement, le préfet a tenu à rendre hommage aux policiers qui exercent leur mission dans des conditions particulièrement difficile. Il a ainsi adressé tout son soutien aux fonctionnaires touchés, je cite, dans leur chair. L'association collective de l'Ouest de Sainte-Rose et de ses environs reste mobilisée concernant l'affaire des terrains de Daubin. Souvenez-vous, un collectif s'était créé pour s'opposer à l'expulsion de personnes installées sur des parcelles de terre qui appartiendraient au comté de l'Oéac, selon Hubert de Jam. Ce matin, les membres du collectif ont organisé une conférence de presse pour faire le point sur la situation. Jacques Canneval, Moïse Dexter. Qui est propriétaire des terres agricoles de Daubin à Sainte-Rose? Les paysans installés sur ces quelques 2000 hectares en tant que colons parcières en revendiquent la propriété au nom d'une continuité historique. Depuis 2009, ils se battent pour faire triompher leur cause. Ils entendaient dire ce matin qu'ils étaient toujours là et qu'il fallait compter avec eux. Nous luttons pour une cause qui est vraiment juste. Voilà. Il s'agit des terres de Daubin que M. de Jam prétend être propriétaire de toutes ces terres, alors que nous, nos parents ont travaillé ces terres. Nous étions petits, nous connaissons tous les déboires, tout ce que nos parents ont vécu avec nous sur ces terres. Et M. de Jam aujourd'hui prétend être propriétaire de tous ces terrains. Vu que le combat perdure et à chaque phase, on tient à informer la population guadeloupéenne des déroulements de la chose et pour bien, au moment où on mettra un peu plus de pression pour que tout le monde puisse comprendre les raisons qui font que nous mettons les choses en phase. Nous, on veut absolument démontrer que ces terres reviennent à nous. Et ce monsieur-là, on ne le connaît pas et on ne le reconnaîtra jamais comme propriétaire. Hubert de Jam, patron de la compagnie agricole du comté de l'Oréac, estime pour sa part être l'unique propriétaire de ces parcelles. Cela dit, les documents qu'il a fournis au cabinet d'expertise juridique et foncière BG Patrimonien Caraïbes, mandaté par la mairie de Sainte-Rose, n'ont pas véritablement convaincu. En attendant, cette affaire semble être du pain béni pour le LKP qui dénonce un colonialisme résiduel qui continue de discriminer. Depuis 2009, nous comprenons l'obité et notamment la question de la propriété foncière en Guadeloupe. Et quand nous constatons qu'en fin de compte, l'État français, au nom de la République française, couillonne nous depuis toujours. Il fait nous croire qu'en 1848, l'abolition de l'esclavage, c'était l'émancipation pour les Noirs. En fin de compte, c'était une vaste blague. C'était surtout préserver la colonie pour y rester en bas domination à la France et surtout conforter la domination des Blancs sur la population noire. Et c'est comme ça qu'ils ont indemnisé les propriétaires d'esclaves. Ils ont terre, ils ont l'argent pendant des années et ils ont lagué les esclaves en la rila, sans l'argent, sans terre, sans souliers, sans linge, sans l'argent, dans la pauvreté, dans la misère. Et aujourd'hui, la société là, en 2016, qu'elle est dans là, c'est transcription à société esclavagiste à époque là ça. Le tribunal qui a retenu la notion de présomption de propriété en faveur d'Hubert de Jam est saisi là d'une question sensible car les terres de Daubin ne sont pas les seuls objets de contestation. Le président de la Caisse générale de la sécurité sociale de Guadeloupe a présenté ce matin le rapport financier 2015 et les perspectives pour cette année. Selon ce rapport, la gestion de la Caisse s'est améliorée. Les détails de Karen Diamin. Tour à tour,
Chaque responsable de branche a présenté ses résultats sur l'année 2015. Assurance maladie, caisse de retraite, prévention des risques professionnels. Globalement, la Caisse générale de sécurité sociale tend vers un léger mieux. On a progressé dans nos délais de paiement. Sur les IJ, AT, maladie, on était très mauvais. On s'est amélioré, mais c'est toujours pas bon. Et l'objectif, c'est qu'on arrive à payer les IJ dans les 30 jours et on souhaite que les entreprises nous accompagnent pour les attestations de salaire avec les nouveaux outils informatiques que nous avons mis en service pour injecter, comme nous disons dans notre jargon interne, les attestations de salaire dans notre système d'information et pour accélérer les paiements. Dans la relation avec les professionnels de santé, nous payons la plupart des dossiers en télétransmission en 7 jours. Nous avons des contrôles que nous faisons quand même sur certaines prestations, notamment tout ce qui est transport ambulance. Ça prend un peu plus de temps parce que nous avons quelques difficultés de mise en place de la réglementation, mais aussi quelques dossiers que nous contrôlons beaucoup plus parce que nous avons des surconsommations de certains frais. En tout cas, globalement, ça va mieux. Si au terme de l'année écoulée, la CGSS a encaissé 1,4 milliard d'euros de cotisations sociales, un travail d'ajustement reste quand même à faire quant aux entreprises et aux collectivités. On a été très accompagnés par les services de l'État, préfecture et DRFIP pour cet accompagnement des entreprises, mais aussi des collectivités locales. La Cour générale des comptes nous demande de lui fournir régulièrement la situation des collectivités locales. Donc tout cela est sous contrôle, mais je crois qu'il faut dire que ça s'est amélioré. Il est fort possible qu'à la fin du mois, que nous réexaminions la situation des 7000 entreprises qui ont un retard de paiement, mais en même temps qui bénéficient de mesures d'exonération et que juridiquement ils devaient perdre l'avantage de cette exonération, mais nous sommes en train de voir comment on pourrait mettre quelque chose en place sur les 4 DOM. Malgré tout, les perspectives pour l'année 2016 restent optimistes, la CGSS voulant pérenniser ses collaborations locales. Donc nous avons un partenariat pour l'instant, c'est dommage qu'avec 2 CCAS, alors qu'il y a quand même 32 communes. Donc aujourd'hui, c'est de mettre en place ce dispositif de manière à se rapprocher des communes, se rapprocher des utilités de ces communes, de manière à mettre en place cette relation que nous voulons, parce que cette relation, elle peut qu'améliorer le sort des usagers, elle peut qu'améliorer le sort des assurés, je le répète bien, mais c'est très important, parce qu'aujourd'hui, il y a des assurés qui ignorent complètement leurs droits, et je crois que par l'intermédiaire justement des CCAS, nous pouvons justement nous rapprocher de ces assurés. En 2015, la Caisse générale de sécurité sociale a versé 441 millions d'euros au titre de la retraite, près de 90 millions d'euros pour la protection sociale des exploitants agricoles et compte 363 987 assurés. Autant dire qu'elle reste l'un des acteurs majeurs de la vie économique et sociale de notre archipel. Et la retraite, ça se prépare. Pour éviter les mauvaises surprises et vivre une retraite sereine, il est essentiel d'anticiper ces changements. C'est pourquoi la Sécurité sociale lance une vaste opération de sensibilisation, notamment pour les personnes nées entre 1955 et 1956. Reportage Karen Diama. Si vous êtes né en 1955 ou en 1956, dans quelques années, vous prendrez votre retraite. Et même si cela vous semble loin, vous devez commencer à la préparer. La retraite se prépare même depuis l'âge de 35 ans, pratiquement. Parce que c'est à partir de cet âge-là que nous adressons aux salariés ces premiers relevés individuels de situation. Ça s'appelle un RIS. Et après, tous les 5 ans. Et à partir de 55 ans maintenant, nous envoyons une estimation individuelle globale qui permet aux salariés d'avoir le montant estimatif de sa retraite. Donc, vous voyez 2 documents qui permettent aux salariés de bien préparer sa retraite et de ne pas être en rupture de ressources lorsque, au moment où il décidera de cesser son activité. Ainsi, plus de 1000 relevés de carrière et questionnaires vous ont été adressés par votre caisse, des documents qu'il convient de remplir avec précision. Nous avons adressé ces jours-ci à tous les assurés qui sont nés en 55 et 56 des questionnaires à remplir et à nous renvoyer rapidement, urgemment. Sur le document que vous allez recevoir, si vous vous apercevez que vous avez des années pendant lesquelles vous avez travaillé et il figure 0 à la place de ces années où vous avez travaillé, il faut
impérativement nous renvoyer le document avec les pièces justificatives. Quelles sont-elles? Bien entendu, les fiches de paye. Et donc, si les fiches de paye ou bien toute attestation qui justifie effectivement que vous avez eu une activité pendant cette période-là. Oui, il vous faut réunir toutes vos fiches de paie ou attestations d'employeur. Une tâche peut-être un peu compliquée, mais importante. C'est vraiment le document pour lequel il faut dire à toute la famille, c'est là, c'est dans cette boîte-là et c'est sur cette étagère-là que sont mes fiches de paye. Alors, si vous ne les avez pas retrouvées et qu'il y a des périodes lacunaires, il suffit de nous dire l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé, avec le maximum de précision, et nous faisons la recherche. De toutes les façons, vous essayez d'abord d'aller vers l'entreprise pour avoir ces documents-là. Bien entendu, c'est la première démarche. Mais si d'aventure, vous n'avez pas cette information, nous essayons de retrouver à travers les déclarations annuelles de salaire que l'entreprise aurait pu faire dans le temps, nous essayons de reconstituer votre carrière. Des réceptions de vos documents, ils seront analysés par des agents. Et une fois à la retraite, vos droits vous seront versés sans difficulté. Il est considéré comme l'un des meilleurs lycées professionnels de France, selon les quotidiens Le Monde et Le Parisien. Cette année, une partie de ces élèves ont effectué une rentrée pas comme les autres, non au sein de leur établissement, mais dans un hôtel de Sainte-Anne. Patrick Loval, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le proviseur du lycée professionnel de Pointe-Noire. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, depuis hier, les élèves, en tout cas du BTS audiovisuel, font une rentrée à part dans un hôtel de Sainte-Anne. Isabelle Hameau et Linda Kayarsi leur ont rendu visite. On regarde leur reportage. Devant ces élèves, des professionnels de l'audiovisuel. Ils sont là pour leur prodiguer quelques conseils sur la réalité du secteur. Parmi les étudiants, Lucas. Il s'est inscrit en première année de BTS audiovisuel, un secteur qui l'attire depuis son plus jeune âge, principalement par sa dimension artistique. Choisir un cadrage, un plan, c'est aussi orienter le spectateur vers ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vu. Dans le cinéma, on peut justement plus facilement s'exprimer vu que c'est plus créatif, on peut créer des fictions, des histoires. Donc en fait, c'est vraiment cette dimension de raconter, de montrer par les images ou encore le son pour d'autres, des faits ou raconter des histoires. Je trouve que c'est vraiment bien. Mélanie entame sa deuxième année, option gestion de production. Sa mission est de mettre en place et organiser les projets jusqu'au suivi juridique et financier. Elle a vécu sa première année de formation dans les conditions réelles. On a vraiment pu profiter pour faire pas mal de projets, entre la théorie et la pratique, vraiment voir la réalité du métier avec les difficultés. Moi je suis en gestion, donc les autorisations auprès des mairies pour faire un tournage, les imprévus, savoir réagir, tout ça, on a tout vu et c'est vraiment une formation complète. Ici, l'enseignement est pluridisciplinaire et prévoit une équipe pédagogique composée de professeurs du milieu audiovisuel et des métiers du numérique. Il y a une partie bien sûr audiovisuelle, donc la partie vidéo et audio, donc importante, où ils ont les notions essentielles parce que c'est l'essence même du métier. Et également toute la partie informatique, parce que tout le matériel que l'on a actuellement s'informatise de plus en plus. Donc on a besoin d'avoir des jeunes qui aiment et qui ont des notions en informatique. La technique y tient une large place. Quel que soit le pays ou l'endroit où nos techniciens iront, ils ne seront pas dépaysés. C'est-à-dire que nous avons un panel de matériel qui est utilisé, je dis parler de haute technologie, qui est utilisé par les plus grandes chaînes de télévision, parce que nous n'avons pas voulu former des gamins juste pour le plan régional. Nous, c'est le national, voire l'international. Les cours débuteront réellement pour ces étudiants à partir de lundi. Patrick Loval, revenons un petit peu sur cette distinction. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez su qu'un quotidien réputé sérieux comme Le Monde vous avait décerné le prix du lycée le plus performant de France, lycée professionnel? Donc d'abord une très grande fierté, et de voir qu'effectivement notre établissement a été distingué. C'est le fruit d'un travail ardu de l'équipe pédagogique, des élèves et des exigences que nous avons vis-à-vis des élèves. Et ces exigences sont obligatoires pour la réussite. Donc une grande fierté et un grand remerciement à tous les
professeurs et les parents qui ont participé à cette réussite. À quoi devez-vous votre réussite éducative? Je pense surtout à la pédagogie. Qu'est-ce qui différencie l'enseignement? Comment il a enseigné chez vous comparé aux autres établissements? Deux choses. Première chose, c'est les exigences que nous avons vis-à-vis des élèves. Et deuxième chose, c'est le petit plus que nous donnons à nos élèves. C'est-à-dire que, par exemple, le lycée de Pointe-Noire est offert pendant les vacances. Donc, ce qui signifie que nous donnons aux élèves à la fois un supplément en termes de connaissances et qui explique cette réussite. Le critère déterminant utilisé par les journalistes du Monde et du Parisien, c'est votre capacité à donner le goût de réussir. Tout à fait. Mais cette capacité, ça s'inscrit dans plusieurs rangs. Par exemple, vous avez vu pour les BTS, nous essayons d'intégrer les élèves, leur donner dès le début les exigences du métier audiovisuel. Je suis là depuis quelques instants avec vous et j'ai vu que vous êtes une équipe de professionnels, c'est-à-dire qu'il y a des exigences. Je vous en prie. Il y a des exigences et donc forcément, ces exigences, nos étudiants et nos élèves doivent les connaître dès le début. Et que vous soyez élève au lycée de Pointe-Noire ou étudiants, ces exigences-là, vous devez les acquérir dès le début. Voilà. Vous êtes tout de suite baigné dans le milieu professionnel, confronté justement à ça. Patrick Levallois connaît les difficultés justement du secteur de l'audiovisuel et des chaînes locales à exister. Elles ont beaucoup de mal à exister, à perdurer. Quelles sont les perspectives d'avenir ici en Guadeloupe pour ces élèves issus de ces filières? Alors, perspective, c'est d'abord l'insertion professionnelle et deuxièmement la poursuite d'études. L'insertion professionnelle, nous réalisons quasiment 90% d'insertion professionnelle, c'est-à-dire que les élèves retrouvent un emploi, mais c'est vrai qu'ils préfèrent poursuivre leurs études en licence professionnelle. C'est d'ailleurs un des objectifs du lycée de Pointe-Noire, c'est de proposer aux élèves, à partir de l'an prochain, une licence professionnelle. En termes de chiffres, est-ce que représentent les chances de trouver un emploi après avoir réussi ces examens au lycée professionnel de Pointe-Noire? Une chance sur deux, hein. On n'est pas plus pluraliste que le roi, mais effectivement, une chance sur deux. Mais je pense que les élèves, les étudiants, eux préfèrent pour obtenir une qualification supérieure. Mais j'insiste sur le fait qu'effectivement, quel que soit ce qu'on va faire, il faut le faire avec beaucoup d'exigences et de professionnalisme. Je reviens, et vous plaisantiez là-dessus, mais je reviens sur l'exigence de votre métier. Et c'est ça qu'on essaie de montrer à nos élèves, nos étudiants également en BTS, qu'il faut effectivement être exigeant. C'est un métier où il n'y a pas d'heures, c'est un métier où il y a... vous le savez mieux que moi. Voilà. Vous avez, tout à l'heure, vous me disiez que vous aviez des chiffres, des estimations concernant les 2 dernières années, les 2 promotions précédentes. Quels sont exactement les chiffres des jeunes qui ont réussi à trouver un travail 3, 6 mois après l'obtention de leur diplôme? Quasiment 90%, je viens de le dire, à la fois d'insertion professionnelle, ce qui est quand même assez remarquable. Mais c'est vrai aussi qu'on l'a fait parce que c'était les 2 premières promotions, mais petit à petit, le marché va se saturer. Donc il va falloir que les étudiants pensent soit à créer leurs propres entreprises, soit à aller, parce que de toute façon, l'économie tourne d'une certaine manière, il faut créer la richesse, donc ce sera à nos étudiants de créer la richesse. Alors, les filières professionnelles étaient considérées autrefois comme des voies de garage. Est-ce que vous avez le sentiment que cette image a évolué? De plus en plus, je le disais avant hier, parce que bon, je suis proviseur du lycée de Pointe-Noire et aussi de Bouillante. Et donc, nous avons des métiers qui sont effectivement peinture, carreleur, etc. Et qu'effectivement, l'élève qui sort avec un bac professionnel est quasiment sûr d'être inséré. Par contre, l'élève qui a un bac S, ce n'est qu'une clé pour entrer à l'université. Un passeport indispensable. Tandis que lui, il est tout de suite sur le marché de l'emploi. S'il veut poursuivre, il peut poursuivre, mais tout de suite opérationnel. Et c'est donc, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, en peinture, j'ai de la place. En carrelage, j'ai de la place. En finition, j'ai de la place. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on n'a pas... En menuiserie, par exemple, vous imaginez, en ébénisterie, nous n'arrivons pas à recruter. Pourquoi? Parce que les élèves sont sous une projection de métiers. Tous, ils veulent faire informatique, ils veulent faire audiovisuel. Désolé. Et donc, on est sous cette logique-là. Mais cette logique-là, ce n'est pas la bonne logique. La bonne logique, c'est effectivement de trouver un emploi. De s'adapter au marché. Oui, de s'adapter au marché et de trouver un emploi pour être tout de suite soit opérationnel, soit poursuivre ses études. Quelles sont justement les filières d'avenir en Guadeloupe? Principalement, contrairement à ce qu'on croit, c'est principalement les filières
du BTP, qui sont des filières qui, effectivement, bon, je parle pour ma paroisse, puisqu'au lycée, nous avons ça, qui sont des filières où, effectivement, les élèves vont trouver du travail. Je vous dis, dans une classe de menuiserie, j'ai 3 élèves, parce qu'on ne trouve pas d'élèves pour venir. Et en fin de compte, c'est ça, et c'est ces métiers-là qui sont, pour moi, en tout cas, des métiers nobles et qui recrutent. Je crois que vous avez aussi une autre force, c'est que vous faites appel justement à des prestataires extérieurs, des professionnels. J'ai vu tout à l'heure, il y avait la productrice Nina Villus. C'est important pour vous de faire appel à des professionnels qui connaissent justement la Guadeloupe? Il est important qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, que les professionnels fassent connaître aux élèves les exigences du métier. La théorie, c'est une chose, mais bon, on le voit, hein, la pratique, les détails, c'est les professionnels qui peuvent donner à travers une non-expérience, leur connaissance. J'imagine que vous avez envie de conserver ce titre de meilleure école, meilleur lycée professionnel de France. Quels sont vos objectifs pour cette rentrée 2016-2017, cette année? Alors, c'est tout simple. Hein. Au BTS, avoir 100% de réussite dans les 3 options, parce que nous avons 3 options au BTS, l'option image, l'option son et ingénierie. Donc j'espère que nous aurons sur ces 3 options 100% chaque fois. Et 100% évidemment au bac professionnel. Bon, c'est pour ça que nous travaillons. Et je remercie l'ensemble de mes équipes, mes collaborateurs, de leur dévouement pour la réussite de nos élèves. Merci Patrick Loval d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Abordons maintenant une question délicate, celle du suicide qui concerne les jeunes et les moins jeunes. Demain, samedi 10 septembre, sera la journée mondiale de prévention du suicide. Près d'1 million de personnes mettent fin à leur jour chaque année dans le monde. Que représente pour vous ce phénomène? Isabelle Hameau vous a posé la question, on regarde. Cette question relève du spirituel, comme je vous disais. Et je pense vraiment qu'on n'est pas seul sur Terre et que du fait que l'homme est animé, en fait, voilà, l'homme est fait en corps, âme et esprit. D'accord? C'est de l'invisible que sort le visible. Donc souvent, ça peut être des puissances étrangères à la Terre qui peuvent pousser l'homme à faire ces choses qui sont inexplicables par le commun des mortels. C'est pour ça souvent on ne comprend pas parce que ça ne relève pas de notre dimension. Voilà. Mais en fin de compte, ça se passe à l'intérieur. Okay? Donc c'est l'invisible qui pousse à faire des choses dans le monde visible. Okay? Donc c'est mon avis. Après, il y a plein de choses, je dirais la pression, le stress, essentiellement ça. Quelle que soit la situation, il y a toujours une solution. Donc se suicider, je dirais c'est des gens qui ne sont pas accompagnés. Alors, des gens qui restent sur eux-mêmes et qui croient que leur problème est plus fort que celui de l'autre. Voilà, c'est ce que je vois en gros. Donc le mieux, ça serait d'en parler? Le mieux, ce sera d'en parler. Il y a des associations, il y a tout ça, que ces gens-là se rapprochent. Il y a des gens qui restent isolés. Et le fait de rester isolé, eh bien, on reste pas facile pour le suicide. Le suicide, c'est pas un choix, hein. C'est une désolation. Ça regroupe un peu tout. Les problèmes sont dus à la pression et au stress. Il n'y a pas de... Moi, j'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait, par exemple, pour enrayer ce phénomène, si l'on peut? Ce serait que peut-être les personnes en parlent, pour éviter d'aller à l'extrême? Essentiellement, principalement, il faudrait en parler. Il faudrait être suivi par peut-être un psychologue, parce qu'en parler à des proches, je pense que c'est pas suffisant. Ça ne peut pas aider tout le monde, puisque les proches ne peuvent pas forcément comprendre le problème. Donc en fait le suicide c'est vraiment une cause de désespoir vraiment extrême, mais elle peut être liée soit amoureuse ou au travail ou la pression de la vie active, mais c'est pas vraiment une solution adaptée en fait, vraiment. Parce qu'il y a des gens, exemple en Afrique, qui meurent de faim et autres, et pourtant ils ne se suicident pas. Donc on va dire que la vie elle est stressante et tout ce qu'on veut, mais on vit bien, donc il faut accepter de vivre comme on peut. Moi, ce que je peux dire, c'est peut-être effectivement spirituel, dû au travail. Il n'y a pas de travail, c'est le chômage. C'est tout ce qu'on peut imaginer. Enfin, chacun voit ça différemment et donc voilà pourquoi aujourd'hui il y a ce phénomène. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut en parler facilement parce que il faut comprendre en fait la situation dont la personne vit. D'ailleurs, c'est vrai que par expérience, j'ai eu un ami qui s'est suicidé en fait il y a un moment déjà et personne n'a compris en fait, donc c'est ça le souci, c'est de comprendre et il n'y a pas de compréhension, donc c'est vraiment un cercle vicieux.
Parce que la famille même ne comprenait pas, nous-mêmes on ne comprenait pas, lui il sait. Et donc lui il part dans l'autre monde sans expliquer pourquoi. Restez avec nous dans un instant, vous verrez le danger que représente la mangouste. L'Union européenne la considère d'ailleurs maintenant comme une espèce envahissante et nuisible. Et puis voyage au cœur de la Terre en Guyane, la dernière exposition du photographe Ronan Liétard. Elle avait été implantée en Guadeloupe pour chasser les rats de l'archipel à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, elle est considérée par l'Union européenne comme une espèce nuisible et envahissante. La mangouste, chez nous, menace les tortues marines. Illustration en images avec Guillaume Marc. Ces plages de sable fin font la réputation de la Guadeloupe. Un petit coin de paradis où chaque année, entre le mois de juin et le mois d'août, les tortues marines viennent pondre, protégées par ces bosquets. Donc là, moi, effectivement, il y a une zone d'activité de tortues marines, tortues imbriquées. Des espèces très vulnérables, en danger d'extinction. Sur 1000 naissances, une seule tortue parvient à atteindre l'âge adulte. Et encore faut-il qu'elle naisse, car une nouvelle menace plane aujourd'hui sur les œufs. Donc là, on observe encore une activité de ponte. La mangouste, photographiée ici à proximité d'un nid, qu'elle s'apprête à attaquer. Des attaques dont il reste des traces encore aujourd'hui. Les indices de prédation, ah bah voilà. Là on en voit un là. Donc là on a un premier œuf là. Donc voilà, là pareil, hein, on retrouve aussi des petites traces dedans de mangouste. Et l'exemple de ce nid n'est pas un cas isolé. Sur la plage de Port-Louis, tous les 30 mètres, les traces d'une nouvelle attaque. Et l'œuf c'est tout simplement une source de nourriture hein, pour elle, mais aussi pour sa progéniture. Donc elle vient prélever entre 20 et 50 œufs par nid. Et puis après, elle repart et ce même nid peut être prédaté par d'autres mangoustes. Prise il y a quelques mois, juste après des attaques, ces photos soulignent la gravité de la situation. Ici, à côté des coquilles vides, les restes de petites tortues que les mangoustes n'ont pas consommées. Sur cette autre photo, un embryon dans sa coquille fendue. Sur la plage de Port-Louis, 4 nids sur 5 ont ainsi été attaqués. Pour protéger les tortues, une campagne de piégeage a été lancée. Des cages comme celle-ci ont été installées à proximité des nids recouverts de grillages pour empêcher les mangoustes d'agir. Elle souhaite créer du lien entre toutes les communautés vivant en Guadeloupe. Une association haïtienne organise la première édition du festival de bikini nommé Haitian Guadeloupe Festival qui aura lieu demain soir sur le site Paradeste Village à Montebello, Petit-Bourg. Idriss Louis-Jean, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes le représentant de cette association qui organise cet événement demain soir à Montebello. Un festival de bikini pour rapprocher les communautés. Ce n'est pas un peu surprenant comme concept? C'est pas trop... Bon voilà, ce qui veut dire qu'on a l'habitude de travailler avec les deux communautés. C'est un nouveau concept qu'on a emmené ici pour que les gens puissent découvrir. Alors, ce qui veut dire à la base, c'est back to school. C'est le dernier moment de se lâcher et pour bien commencer l'année scolaire. Et l'idée justement d'attirer les Guadeloupéens et Haïtiens autour du bikini, c'est voilà. Un petit peu, enfin, c'est inhabituel. Oui, c'est inhabituel, ce qui veut dire que tout le monde aime l'élection Miss. Ce qui veut dire qu'on voit qu'est-ce qui attire les personnes dans les élections Miss, c'est les femmes en bikini, en maillot de bain. Alors c'est le moment de dire, bon, on va changer les choses, on va faire autrement. On va faire un festival de bikini pour que les gens puissent s'amuser et voir un autre aspect. Je crois qu'il y aura alors donc, du coup un concours de bikini. Comment ça va se passer? Comment va se dérouler cette élection? Alors, ce qui veut dire qu'on n'a pas choisi des filles à l'avance. Ce sont des filles dans le public qu'on va faire monter. Et ils sont en bikini, bien en forme, et pour défiler et faire des séances. Et ils vont... Ce sont des filles de Guadeloupe et d'Haïti? Ce sont des filles de Guadeloupe, d'Haïti et autres communautés. Et de qui sera composé le jury? Alors, le jury, c'est vraiment le public qui va vraiment choisir, qui va applaudir
la fille la plus en forme qui vient... Quels seront les critères, à part les rondeurs et les formes voluptueuses? Il n'y a pas de critères. C'est vraiment montrer la femme comme elle est. Et il faudra bien élire cette Miss Bikini. Oui, la fille qui met en plus d'ambiance, c'est elle qui va vraiment gagner l'élection. Edriss Louis-Jean, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à mettre en place cet événement? Alors, ce qui veut dire que nous, les Haïtiens, on vit ici depuis des années ici en Guadeloupe et on travaille sur la culture haïtienne pour faire découvrir vraiment la culture haïtienne. C'est un concept qui existe déjà en Haïti. On l'a emmené ici pour que les gens puissent découvrir. Et en Haïti, c'est assez populaire? C'est vraiment populaire. Ce qui veut dire que c'est une manifestation qui attire au moins 10 à 15 000 personnes. Mais normalement, ça se passe sur une plage d'Haïti. Et moi, je me suis dit, il y a déjà un concept sur les plages d'ici. Je préfère faire ça au bord de la rivière. D'accord. Vous espérez en tout cas recevoir près de 600 personnes en Guadeloupe, parce que c'est le nombre de places que peut contenir le site de Paradès. Oui, le maximum, c'est 600 personnes. Je me demande s'il y a un peu trop de personnes, je vais leur dire que ce sera pour l'année prochaine. On va voir comment mettre ça en place autre part pour attirer encore plus de personnes. Alors, je crois qu'il n'y aura pas que des filles, il y aura également des animations musicales, des artistes invités, un beau plateau. Oui, c'est que on a beaucoup d'artistes de Guadeloupe et d'Haïti. Ce sont des jeunes d'ici qui habitent ici et qui sont vraiment dans le milieu artistique, qui vont montrer ce qu'ils savent faire. Et voilà. Alors, votre association organise également d'autres événements, en tout cas pour promouvoir la culture haïtienne en Guadeloupe. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, l'association Lacaille Concept, c'est une association qu'on a créée depuis en 2012. On a fait l'élection ambassadrice de la culture haïtienne. On organise aussi la fête du drapeau. On fait aussi la fête de l'indépendance, 1er janvier. On fait aussi des défilés, et mannequinat. On fait aussi foire culinaire pour que les gens puissent goûter les différents repas d'Haïti. Et aussi, il y a pas mal de trucs qu'on met en place. Est-ce que les Guadeloupéens se déplacent justement lors de ces manifestations? Vraiment, les Guadeloupéens participent. Ce n'est pas vrai seulement se déplacer, ils participent à l'organisation. Ce qui veut dire qu'ils nous demandent comment ça se passe, comment on crée, comment ils apprennent en même temps que nous et nous mettons ça en place ensemble. Quelle sera la prochaine étape après justement ce festival de bikini de samedi soir? Alors, là, on est en train de travailler sur un grand projet. Ce qui veut dire que les gens connaissent seulement le riz djon, les bananes pesées. Et chez nous, il n'y a pas que ça. Et les plats sont riches et variés. Et ce qui veut dire que là, on va préparer une grande manifestation autour de la culture, de la cuisine haïtienne même. Ce qui veut dire qu'il y a la base, il va y avoir des ateliers, comment cuire les ingrédients, quels ingrédients qu'on utilise pour faire les différents plats. Et voilà. Intégrer la culture haïtienne à travers, en tout cas, tout ce qui est gastronomie. Est-ce que vous avez déjà contacté justement peut-être le consulat ou des institutions en Guadeloupe pour donner plus d'élan, d'impulsion à ce genre de manifestation? On aura le consulat d'Haïti qui est ici. On aura d'autres intervenants d'Haïti, aussi des artistes qui vont sortir d'Haïti et rentrer ici. On aura des cuisiniers d'Haïti qui vont venir. Et on a déjà contacté les institutions de Guadeloupe pour qu'ils puissent nous aider à mettre ça en place. Ils nous ont déjà répondu, ils nous ont dit qu'il n'y a pas de souci parce que quand nous, Lacaille Concept, on organise quelque chose, ils savent comment on donne envie de venir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. En tout cas, les Guadeloupéens sont aussi sensibles à la peinture haïtienne. En Guyane, les éléments de la nature, enfin pour tous les artistes, les éléments de la nature ont toujours inspiré les artistes. Au fil de ces reportages, un photographe guyanais qui s'appelle Ronan Liétard a eu l'idée de réaliser une série de photos qui illustrent la richesse des sols guyanais. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. On regarde ensemble. Beaucoup marchent dessus sans même y prêter attention. Mais pour Ronan Liétard, auteur-photographe, le sol, la terre, a de multiples facettes. Depuis son arrivée en Guyane il y a 10 ans, il s'est attelé à immortaliser sur papier l'aspect esthétique du sol guyanais. La photo en fait a été réalisée à Saint-Jean, parce qu'ils ont fait la voie d'accès au pont de l'Oyapock.
Donc ce sont ce que j'appelle les contreforts, hein, quand ils creusent un peu la colline pour faire passer la route. Pour moi c'est un peu l'image, le symbole de la société guyanaise où je parlais de la diversité tout à l'heure. Donc toutes ces cultures, toutes ces personnes qui cohabitent sur un même sol et qui en même temps créent une société, une identité guyanaise. Et donc c'est un peu le symbole de l'Expo et le symbole de la Guyane pour moi. Du sol de chantier au sol craquelé par le soleil guyanais, ces photos vous transportent sur un aspect du département bien particulier. Des œuvres qui mettent en avant le graphisme, les textures, les couleurs, mais surtout la diversité de la terre guyanaise. La toute première a été faite à la pointe des Amandiers, du temps pas la mangrove. Donc il y avait la base séchée qui se craquait et les dessins provoqués m'ont attiré. Je suis descendu à là, ça pouvait marcher. Les gens qui viennent et qui découvrent sont en général effectivement assez surpris de cette diversité en disant tout ça a été fait qu'en Guyane. Je dis c'est vrai que parce que c'est pas forcément des choses auxquelles on prête attention, on marche et qu'on n'a pas la tête levée au sol, ou parce que c'est des terres là, qui ont été révélées une fois qu'on a coupé la forêt. Donc effectivement en général c'est une surprise. Ce qui se passe souvent et ce que j'ai cherché à faire, parce que c'est vraiment abstrait en fait, hein, on extrait complètement le contexte, c'est en fait essayer de déclencher un peu la rêverie, l'inspiration. Chacun y projette un peu ce qui fait rêver ou pas. Et donc il y a comme ça l'imaginaire qui travaille, et ça je trouve ça intéressant. L'exposition est présente au Centre Pagaré pendant un mois. Un véritable appel à découvrir le vrai visage du sol guyanais. Et à vos stylos maintenant, c'est l'heure des informations pratiques. En raison d'une insuffisance de la production d'eau, une partie du territoire gauzérien ainsi que des abîmes risque d'être affectée par des perturbations de la distribution de l'eau ce week-end. Ce soir à partir de 22 h, ainsi que la commune de Goyave. Des perturbations qui auront lieu jusqu'à dimanche, avec un retour à la normale dimanche en début de matinée. Et autrement, le village des associations sera demain à Bemao de 8 h à 14 h. Ils vous attendent rue de l'Europe Marian au gymnase Valère Lamy, ainsi qu'à Petit-Bourg de 8 h à 21 h sur la place de la mairie et à Port-Louis de 9 h à 17 h sur la place de l'église. Et l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre culturel de Sainte-Anne de 8 h à 12h30. Et lundi, ils seront au RSMA de la Jaille à Bemao de 8h30 à 13 h. Et si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 71 2 fois ou à nous envoyer un email pour partager vos indiscrétions à rédaction@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.